Le temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend pour parler du temps qui passe à travers le temps. Et c'est aussi le temps qu'on prend pour parler de l'histoire de la bière, des drogues et de la nourriture. On fait ça avec des gens qui s'intéressent de près ou de loin au brassage des idées, au brassage du temps et des fois à l'alcool. Aujourd'hui, je reçois en entrevue ici Éric Mainville, qui est maître brasseur à la microbrasserie en Ontario de Brouwerij Hoffmann. Et eux, ils font de la bière typiquement allemande et ils l'adaptent à la consommation nord-américaine. Et puis, ça fait que moi, j'ai des questions pour eux du genre, c'est quoi la bière allemande? Qu'est-ce que c'est? Fait que, Eric, premièrement, salut. Merci de l'invitation ici. Merci d'être ici avec nous. Tu sais que j'ai beaucoup de questions pour toi. Ma curiosité n'a aucune limite. Super, ça va faire un beau podcast. Excellent. Puis là, toi, t'es maître brasseur, ou plutôt brasseur en chef, dans la microbrasserie de Brouwerij Hoffmann, qui est, je pense, située à Rockland, en Ontario. C'est ça? C'est ça, c'est à peu près 20 minutes d'Ottawa à l'est, vers Montréal. Vers Montréal. C'est-tu plus proche d'Ottawa que de Montréal? Ouais, c'est à peu près 15-20 minutes de la capitale, comme le Parlement, je veux dire. Oui, une bonne distance, là, une distance stratégique. Puis là, toi, t'aimes ça brasser de la bière. Oui. Qu'est-ce que t'aimes dans la bière? La bière, c'est, pour moi, je peux pas dessiner. Tu peux pas dessiner? Non. OK. Puis, la bière, ça me permet de m'exprimer mon côté artistique, mais même scientifique en même temps. Donc, la bière, c'était le beau monde pour moi, là, le combo. Je comprends ça. Moi, je brasse de la bière dans ma cuisine. Je n'oserais pas me comparer à toi parce que c'est pas la même chose. Quand tu brasses dans un chaudron de 22 litres dans ta cuisine à toi, c'est pas la même chose que quand tu fais une brassée de bière de 1200 litres, mettons. Ouais, ça commence l'idée comme telle, si on veut. La plupart de nous, on a eu nos humbles débuts à des brasseurs maison. Oui. Tout à fait. Ça commence toujours petit, ça finit par devenir moyen, puis à un moment donné, ça va grand. Puis là, la question qui se pose, c'est à quel point est-ce que ça va être grand? C'est ça. C'est un peu le conflit de le début versus quand on est dans le business. Oui. C'est ça. On veut quand même se rendre à un certain plafond, mais en même temps, on vise toujours plus loin que le plafond. Et puis toi, t'es quelqu'un de Rockland? Tu viens de l'Ontario? Non, j'habite à l'île aux Allumettes encore, même si c'est à 2 heures de Gatineau vers l'ouest. L'île aux Allumettes? Ouais, dans le Pontiac. OK! Un petit village sur une île, comme le nom le veut. Puis j'ai grandi là toute ma vie. J'étais à l'école dans le coin ici, dans la région de la capitale, à Gatineau et à Ottawa. J'ai fini mes études de bière à Niagara, en Ontario. Puis, c'est ça, c'est un peu un vite screenshot de ma vie de l'étude. Là. Mais ce qui n'est pas encore dit, ce qui n'est pas encore expliqué, c'est pourquoi la bière allemande? Parce qu'en ce moment, toi, tu te trouves pas dans n'importe quelle microbrasserie. C'est dans une microbrasserie dont le nom est allemand, qui se réclame de la tradition allemande, qui a une symbologie très allemande. Qu'on célèbre le patrimoine allemand, si on veut. La raison comme telle, c'est durant mes études de bière, puis même juste mes buts dans la vie, puis qu'est-ce que je recherche, c'est souvent l'histoire. J'adore l'histoire. Il y a une raison pourquoi je suis ici sur votre podcast aussi. Hein? Je me disais ça aussi. Puis, veux pas, si on aime l'histoire de la bière, à un certain point, on va tomber dans l'histoire, puis l'histoire riche, que je devrais dire, de l'Allemagne, puis de la bière. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne qui fait que ça t'intéresse? Beaucoup des styles l'origine vient de l'Allemagne. Beaucoup des lois qu'on connaît, ça a pris naissance là-bas. Si on veut, je sais qu'on va en parler un peu plus tôt, là, mais plus tard, je veux dire, la Reinheitsgebot, la fameuse loi de la pureté de la bière. Pourquoi que ça est venu de là-bas? Écoute, on est aussi bien d'explorer le sujet maintenant. Il y a la loi de la pureté des ingrédients de la bière qui date de 1516, qui est un document fondamental dans l'histoire de la bière. Mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est un document qui est reconnu comme
as mentionné dans le monde de la bière. Mhm. Même si, je ne sais pas si tu as déjà eu l'opportunité à regarder au document, je m'excuse, j'avais une copie du document comme tel, c'est sur mon mur dans ma chambre. Dans ta chambre, Ouais. il y a une copie de la Ouais. loi de Ma femme, elle aime un 1015. peu moins, mais wow. c'est un peu ça que je garde dans ma chambre. C'est un beau documentaire. Hein? Un C'est document sûr. qui veut... qui, honnêtement, n'a pas super rapport à qu'est-ce qu'on le reconnaît pas. Mhm. Il y a une phrase dans tout le document qui précise les ingrédients qu'on devait utiliser lors de la fabrication de la bière. Mhm. Puis c'est vraiment la phrase-là qui a fait que la reine Etzkebot est connue à travers le monde, ou surtout dans le monde de la bière ici dans notre coin. Là. Mhm. Qu'est-ce que cette phrase-là, elle dit? Elle dit qu'il y a seulement certains ingrédients qui peuvent être utilisés. Quels sont ces ingrédients? On nomme 3 ingrédients, parce que, comme tu as mentionné, en 1516, c'est longtemps passé, c'est au-dessus de 500 ans maintenant. Mhm. Ça précise que la bière comme telle, on devrait juste utiliser, il faut seulement utiliser 3 ingrédients spécifiques, l'eau, Mhm. l'orge et l'houblon. Eau, orge, houblon. Rien d'autre. Mhm. Pas de blé. Pas de blé. Pas Non. de plantes aromatiques, c'est pas ça. de champignons magiques, pas de Amanita muscaria. Là, parce qu'il y a des Rien. gens qui nous écoutent qui aiment beaucoup ça, là, les drogues puis les trucs aromatiques un peu bizarres. Non, Puis là, tu me dis, ça va être simple. En Allemagne, ça va être le 3 houblon, ingrédients. l'eau Seulement, et l'orge. comment qu'on est venu à cette loi comme telle? Ben, c'est un monsieur, un duc William IV. Puis même juste avant, mais c'est lui qui l'a rendu plus officiel, Mhm. puis qui a eu un impact sur l'Allemagne au complet, versus les autres lois, qui est un petit peu un fun fact pour le restant du monde. Il y avait eu des lois avant ça. Hein? Mhm. On avait essayé de contrôler la bière dans les Allemagnes, dans les États allemands avant 1516. C'est ça, les dates que j'ai écrites ici sur mes petites notes, parce que je m'ai préparé pour aujourd'hui. En 1493, 1487 et jusqu'à même 1434. On avait toutes des lois qui étaient plutôt comme une loi, le terme en anglophone, comme des bylaws dans les régions comme telles. Puis il n'y avait pas un impact aussi sévère que le Reinheitsgebot lui-même. Même si, quand on lit le Reinheitsgebot, ça finit juste comme plus une menace. Si tu vas pas le faire, c'est pas une bonne affaire. C'est pas spécifié qu'est-ce qui arrive, comment vous allez être menacé, c'est juste, t'as pas le droit. OK, so fais-les pas. Je pense que ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas le droit de nommer ce que tu brasses comme étant de la bière si ça ne respecte pas la loi. Par contre, ça ne dit pas que tu ne peux pas la vendre. Donc, il y a certainement un niveau d'ambiguïté dans la loi. C'est pas tout à fait clair que tu n'as pas le droit de vendre de la bière qui aurait d'autres ingrédients. C'est pas clair. C'est exactement, ça protège plutôt le non-bière, comme tu as mentionné. Puis, c'est ça, parce que dans le temps, puis aujourd'hui, c'est beaucoup d'interprétation de la loi comme telle. Ouais. Parce que, tu sais, on parle un peu dans la traduction, puis combien souvent que ça a été traduit, réécrit, la loi a évolué, surtout avec le temps. Là, on en rend compte aujourd'hui, là, au cours de ce podcast. Mais au début, si on veut, la loi comme telle, c'était surtout plus par rapport comme au prix ou le format, comment la bière était présentée. Comme j'ai dit tantôt, c'était une phrase qui spécifiait les ingrédients de la bière comme telle. C'est ça. Ça, on parle, je ne sais pas, déjà j'ai oublié, mais si tu as eu la chance de le voir ou pas, mais... Ben moi, j'ai jamais lu le document original, mais je connais un peu le contexte, puis je sais qu'il y a 2 choses importantes derrière le décret de 1516. Il y en a une qui a rapport avec le contrôle des prix. L'autre a rapport avec la gestion des risques d'incendie durant l'été. Oui. Surtout le premier point que tu as apporté, qui reste un peu plus le point qui est passé par-dessus, c'est le prix, le format de la bière, puis le contrôle de la région. Comme quelle bière, à quel montant de bière va être vendu pour combien. Puis
un point aussi qui est à la fin du document, qui a causé un peu plus de conflits politiques, qui reste un point important à voir, c'est on réserve le droit au prince de la Bavière lui-même de changer le Reinheitsgebot, si on veut. Il a le droit. Oui. OK. Parce que tantôt, tu as mentionné une couple de points, parce que souvent, on va voir la loi, quand on parle des 4 ingrédients de la bière, on va utiliser le mot malt au lieu d'orge. Mm-hmm. Parce que, veux pas, on a beaucoup de sortes de grains de base qui font un malt aussi. On peut avoir du blé, du siège, l'orge, ainsi de suite. De l'avoine. De l'avoine. Puis là, on peut rentrer dans les bières pas à base de gluten. Mais en gros, c'était spécifié dans le document original. C'était de l'orge. Parce que beaucoup de monde croit encore ce jour que la loi était là pour protéger les boulangeries du temps. Parce que si on pense au pain, on pense au siège puis au blé souvent. C'est sûr, c'est les 2 ingrédients-là qui font la majorité du pain qu'on consomme de nos jours. D'autres mondes aussi pensent par rapport à l'aspect boulangerie, c'est que c'était pour s'assurer que le prix de la bière, là on revient au point numéro 1 tout à l'heure du Reinheitsgebot, c'est que si le marché lui-même était pour avoir un effet sur la quantité de blé et de siège disponible à cause de la consommation de bière, on voulait pas que le prix de la bière augmente en même temps que le prix du pain, parce que si un des deux contrôlait le marché comme tel du pain et du blé, c'était pour être un problème. Donc, ce qu'on voulait, c'était de s'assurer que le blé reste disponible pour faire du pain et que l'orge reste disponible pour faire de l'alcool. On cherchait à contrôler, dans le fond, l'utilisation des différentes céréales. Parce que on peut utiliser de l'orge pour faire du pain, puis on peut utiliser du blé pour faire de la bière. Mais, d'un point de vue de l'efficacité, c'est plus efficace de prendre du blé pour faire du pain et de l'orge pour faire de la bière. Donc, il s'agissait vraiment de contrôler les ressources pour éviter que les gens utilisent trop de blé dans la bière, surtout lorsque les gens avaient faim et puis qu'il s'agissait de manger du pain. Si on avait une mauvaise année de récolte, ça pouvait avoir des effets désastres sur la population. Je ne veux pas dans le temps. La bière restait toujours comme un liquide qui était sain, qui était... un aliment. Un aliment. Une nourriture. Une nourriture qui était safe, si on veut, versus de l'eau. La pureté de l'eau dans le temps, on n'était pas certain souvent. Puis c'était encore une autre fois, quand on limite la production de la bière à 3 ingrédients, le monde y pensait aussi que c'était pour être une façon de protéger la bière, dans le sens qu'on savait qu'est-ce qui était dans la bière. Que le peuple, quand ils ont commandé leur bière, quand ils consommaient la bière, c'était pas un risque qu'il y aurait quelque chose d'autre dans la bière. Le Reinheitsgebot lui-même, ça reste la loi ou le règlement par rapport à l'alimentation le plus vieux au monde, qui est spécifique à la bouffe. Ah oui? Oui. Fait que c'est un document qui est assez sévère puis qui est assez précoce et qui exige des standards de qualité, si on veut. Oui. Puis c'est un des plus vieux au monde, dans le fond. Exact. On va rentrer probablement dans les dates un peu plus tard, mais le Reinheitsgebot, c'était quelque chose qui était quand même suivi par les brasseries là-bas jusqu'en 1987. 87. L'Union européenne existe en 1987. Sûrement que l'Union européenne s'est dit, OK, ça c'est une loi allemande, ça a rapport avec l'Allemagne, mais pas à l'Union européenne. Donc, probablement que l'Union européenne s'est dit, OK, nous, on n'aime pas ça parce que c'est trop allemand et pas suffisamment européen. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes pas du tout. Même, tu parles un peu du traité de Rome. Avec l'Union européenne, ils se sont rendus compte que l'Allemagne, qui fait partie du groupe, vient à l'encontre de le traité de Rome, qui spécifie que c'est un libre-échange qui permet le libre-échange entre les pays.
Puis le problème avec ça, les autres le voyaient comme une forme de protection pour les brasseries de l'Allemagne. Parce que si les autres voulaient avoir de l'échange avec l'Allemagne, mais les autres n'acceptaient pas les bières qui n'adhéraient pas à la Reinheitsgebot. Parce que juste en Allemagne, où est-ce que n'était considéré comme bière que ce qui correspondait à la Reinheitsgebot, qui voulait dire juste du houblon, de l'orge et de l'eau. Rien d'autre. Fait que c'était pas suffisamment ouvert comme concept. Donc, c'était considéré comme étant quelque chose qui défendait juste la bière allemande, mais qui empêchait l'importation de bières pan-européennes. Qui va, encore une fois, contre l'idée de l'Union européenne. Mais là, aujourd'hui, en Allemagne, mettons qu'on se promène à travers l'Allemagne et qu'on veut avoir une bonne bière allemande. Est-ce que les brasseurs allemands respectent toujours la Reinheitsgebot? Pas nécessairement. Est-ce qu'il y a un L dans Bolt? Est-ce que c'est Bot ou Bolt? De ce que moi j'ai été appris, là je peux pas confirmer avec 100% certitude que je le dis bien, mais le Bot au bout. C'est ça. Faut éviter de le dire comme robot en anglais, comme robot. Okay. Faut pas dire bot, mais plutôt comme bateau en anglais, boat. Excellent. Ça, là, ça répond à toutes les questions que j'avais. Ouais. Puis, tu me fais penser aussi, là, on a disséqué le mot, si on veut. Puis je pense que c'est le fun. Souvent, c'est ça que je fais. Je suis peut-être pas le mieux en littérature, mais j'aime voir l'histoire du mot, comment qui est venu ensemble. Même le nom de notre brasserie, Brauwerk. Brauwerk, ça veut dire le travail du brasseur, non? Ou alors brasseur? L'interprétation peut varier, mais Brau, c'est un préfixe qu'on utilise pour la bière. Si on pense à Brauhaus, ce serait une place de bière. Puis, work lui-même, ça veut dire un plan ou du travail. La façon pourquoi le nom vient de là. Mon partenaire d'affaires, Todd Hoffman, lui avait un plan de ciment. Il avait un plan de? Ciment. Une cimenterie. OK. Il était cimenteur. Il n'était pas menteur 6 fois, mais il faisait de la cimenterie. Exact. Il était cimenteur. Il faisait du ciment. C'est ça, un plan de ciment. Wow, c'est parfait. Ouais, puis on se connaissait les deux de l'industrie de la construction. Là, je fais une grosse tangente. On va revenir. C'est une bonne tangente. C'est une tangente. C'est correct. On l'accepte. On l'accepte. Mais oui. Puis on se connaissait de l'industrie de construction. Moi, ma famille comme telle, on a une compagnie de forage de puits artésien. Un des ingrédients principaux de la bière 80. C'est l'eau? Oui, exact. Oh, oui. Puis, je rencontrais souvent Todd sur les sentiers de construction. Je savais que c'était un Allemand. C'est à peu près tout que je savais, puis je savais qu'il était là pour faire le ciment. Puis, au cours des années, je n'ai pas plus parlé d'autres choses que qu'est-ce qu'on faisait sur le plan de ciment, ou il discutait surtout avec mon père dans le temps, parce que j'étais plus jeune. Puis finalement, c'est longtemps après, quand j'ai fini mes études dans le monde brassicole, j'étais revenu dans le coin, puis je faisais un peu de consultation pour d'autres brasseries dans la région là-bas. Puis Todd avait un peu affaire avec une brasserie dans un coin là-bas. Puis c'est là que j'ai su pour la première fois que Todd était dans le début de commencer un nouveau projet. Puis c'était la brasserie qui est devenue Brauwerk Hoffman à Camels Bay. J'ai été là-bas pour l'aider à débuter un peu la brasserie. J'ai développé les recettes avec lui. Au début, Todd avait l'idée de faire un peu quelque chose de l'Allemagne, mais pas 100% le focus sur l'Allemagne. Puis, je pense, moi, qu'est-ce que j'ai fait, parce que je voulais le voir moi-même, j'ai dit, on va pousser 100% l'aspect allemand. J'ai dit, on va prendre le risque, parce que veux pas dans le coin où on vient, c'est surtout le terme anglophone, l'anglicisme, c'est des blue collars. Tout le monde aime leur Bud Light dans le coin, on va à la chasse. Moi, je suis chasseur moi-même, agriculteur. Puis la bière comme telle, la bière artisanale, dans le temps, n'avait pas un autre microbrasserie dans notre petit coin. On avait besoin de se déplacer jusqu'à Gatineau ou quelque chose pour aller voir les bières.
Quand tu dis dans le temps, nous, notre coin, dans le temps, toi, ton coin de pays, là, ta ville, c'était où? L'île aux Allumettes. Ah oui, Dans le d'accord. Pontiac. Dans le Pontiac. C'est dans le Pontiac, vous n'avez pas de microbrasserie. Donc, Campbell's Bay a été la microbrasserie pour vous. Une des premières. C'était en même temps que il y a une brewpub, l'ancienne banque, qui est ouverte dans le village de l'île aux Allumettes comme tel. Mm-hmm. Puis, tu sais, à part de ça, on avait besoin de se diriger vers Brasseur du Temps, ici à Gatineau. Mais oui, c'était comme dans les phases initiales là-bas pour nous autres. Mm-hmm. C'est pas qu'il n'y avait pas de bière disponible de microbrasserie, mais c'était un petit peu moins populaire. Mm-hmm. La grosse phase n'avait pas fessé dans notre coin encore, si on veut. Puis même là, les bières qu'on retrouvait, la plupart du temps, c'était de style belge ou anglais. Ben, c'est comme ça que les brasseurs du temps se sont fait connus. C'était beaucoup des bières belges ou alors des bières belges en mode hybride avec un autre type de bière. C'était la signature de Dominique, qui était leur brasseur à l'époque. Exact, ouais. Qui est passé à autre chose là, depuis 1 an ou 2 maximum. Ouais, Dominique, c'est un de mes bons amis aussi. Puis j'ai travaillé au brasseur du temps. Tu as travaillé au brasseur du temps, mais non, mais le monde est petit. Ouais. Tu as travaillé directement avec Dominique ou pour Dominique. Oui, exact. Donc, je me trompe pas, là, c'était vraiment des bières belges ou hybrides de belges. On avait quelques styles de bières. Il y a encore une de leurs bières les plus populaires, c'est une Hefeweizen, une bière de blé d'Allemagne, si on veut. Oui. Puis, c'est ça, c'était... Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup. T'sais, si on pense à 10 ans passés dans le marché artisanal au Québec, c'était rare de voir des pilsner ou quelque chose comme ça. Dans une bière artisanale. Des lagers en général. Ouais. C'était un petit peu plus rare. Parce que c'était des IPA puis des rousses. C'est ça. Ouais. Je dirais que moins le côté Québec, je trouve qu'on a toujours eu plus de bières intéressantes. Là, c'est peut-être juste mon opinion, mais je trouve que une variété, je veux dire, de styles. On a parlé beaucoup du style belge. C'est ça. Puis le restant du Canada, il a suivi surtout le modèle américain, si on veut. Qui est plus quoi? De style britannique. So des pale ale, des bitter, des stout. Puis versus, j'ai trouvé au Québec, on avait plus la variété. Qu'est-ce qu'on voyait pas? Des styles belges. Des triples, des saisons, des grisettes. Ben, au Québec, nous, on a eu une Hibrou. Une Hibrou, ça a été une des premières microbrasseries. Oui. Et ils ont adopté comme bière principale la bière belge, très alcoolisée. Et ça a tout changé au Québec. Parce que vous aviez une bière qui, premièrement, goûtait différemment. Deuxièmement, avait plus d'alcool. Troisièmement, se gardait plus longtemps en comptoir. Quatrièmement, avait un côté exotique qui était différent. Avait d'abord un côté exotique. Et ensuite, ça coûtait moins cher pour administrer le programme parce qu'il ne fallait pas aller la récupérer lorsqu'elle était expirée. Parce qu'elle n'expirait pas, parce qu'elle avait un pourcentage d'alcool beaucoup plus élevé. C'était tout un pari. Unibrou a été, je pense, une des premières microbrasseries, sinon la première microbrasserie à reconnaître l'avantage commercial d'une bière goûteuse, belge et forte en alcool. Si je ne me trompe pas, c'est la fin du monde que tu décris. Là, puis une belle bière connue. C'était une dizaine d'années passées, j'avais été en Californie, puis je l'ai surpris. Il y avait un petit coin. Un petit Québec, coin. Ah oui, en Californie. C'était la fin du monde, puis pas. Ah ouais, toi, OK, parce que là, on a une tierce personne là, qui est dans le studio avec nous qui nous informe que toi, son nom c'est Charles. Charles, t'as goûté à de la bière de Unibrou en Hawaï. Ouais. T'as goûté à de la... À Honolulu, à Honolulu, il y avait de la bière de Unibrou. Oui. C'est génial. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour dire à quel point ils ont été influents, ils ont été forts, ils ont été partout. Ouais. Ben, c'est un produit qui était distinct des autres produits sur le marché, si on veut. J'ai fait beaucoup d'études, comme j'ai dit, sur le côté de l'Ontario. Là-bas, c'était des bouteilles de 500 ml versus ici, on était
plutôt comme les bières de 750 ml. Les bières, Ouais. Ça faisait un produit distinct sur le marché. Puis comme dans toutes nos études, même si je parlais au monde souvent qui n'avait pas venu acheter des bières ici dans notre marché, on parlait toujours, ça, c'est différent là-bas, hein? C'est des bières plus fortes en alcool, style belge. Puis le monde aime ça comme tel aussi. C'était beau comme voir. Là, j'ai perdu un peu ma chaîne de pensée, là, mais pour revenir un peu à Brower Kaufman, l'origine. Oui. C'est ça. Je m'ai assis avec Todd, puis quand on a développé le projet-là, c'était... au début, c'était... On fait une blonde, une ale, une blonde comme le restant du monde. J'étais comme, non, on peut faire de quoi différent. La plupart des brasseurs dans le temps aussi, c'était une lager. Il y a des maux de tête, si on veut, avec une lager. Ah oui. Tu parles pas juste du point de vue logistique, là, tu parles du goût. Les gens ont peur d'avoir un mot de tête à cause de ce que ça goûte. Non. Non? OK. Non. OK, c'est moi je m'avance. Je dis n'importe quoi. Oui, c'est logistique. Oui, c'est sûr. C'était, si on veut, c'était... Le terme dans le monde, pour nous autres, dans les fermenteurs, c'est du real estate. C'est notre marché le plus longtemps que la bière reste dans un fermenteur ou dans une cuve de maturation. On la tourne moins souvent, on fait moins d'argent, puis ça peut coûter plus cher. Qu'est-ce qui est le fun avec les bières britanniques? Le terme en anglais, c'est grain to glass. C'est vite. J'ai travaillé pour une brasserie où on faisait une best bitter, puis dans 7 jours, c'était dans un vase. C'était fini, c'était bon, c'était prêt. On le consommait, c'était frais. Ouais. Excellent. Versus une lager, comme le temps le veut, la plupart des lagers de l'Allemagne sont dans des cuves de maturation pour 6 mois. Quand j'ai fait mes grosses visites là-bas. 6 mois? Ouais. Écoute, j'ai lu là-dessus. Moi, je pensais que c'était 1 mois. Je pensais qu'avec la technologie moderne, la lager lagerisait pendant 1 mois. Mais tu me dis qu'en Allemagne, c'est 6 mois. La plupart des brasseries là-bas, quand j'ai visité, c'est quand même des immenses cuves, des cuves de maturation. Ouais. L'Allemagne, là-bas, quelque chose qui est très important, c'est la tradition aussi, puis surtout dans les méthodes de brassage. Si j'ai appris quelque chose, j'étais à Weinsteffen, qui est la brasserie qui se prononce. Une des plus vieilles brasseries au monde. 1050. Ça date de 1050. Exact. Tu es allé là-bas. Là-bas. Puis j'ai visité l'autre brasserie qui est un monastère, Waltenburger. 10-40. Tabarouette. T'es remonté dans le temps, mon ami. Exact. Puis quand j'étais là-bas, c'était le 500e anniversaire de la Reinheitsgebot. En 2016. Mon Dieu, que le houblon doit avoir coulé, que les maux de tête doivent s'être multipliés, que les libations doivent avoir été données aux dieux de la bière. C'était un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie. Je n'en doute pas. C'était à la fin de mon parcours avec l'école à Niagara. On a eu la chance, puis c'était un partenariat avec notre école. Puis à Weinsteffen, c'est l'université Tom et Dan Freising, qui est juste au nord de Munich. C'est là que j'ai passé un peu de temps, où on a brassé avec les brasseurs là-bas. Puis beaucoup de monde me demande, mais t'as appris beaucoup comme sur le brassage allemand quand t'étais là. Je ris toujours un peu parce que, comme tu as mentionné, le houblon a coulé beaucoup. C'était plutôt une expérience culturelle que je te dirais, tout en mettant en valeur la bière parce que, encore une fois, c'était durant le Frühlingfest, qui est l'Oktoberfest au printemps. Il y a un Oktoberfest du printemps. Il faut absolument que tu nous en parles. Ouais, je vais en parler surtout. Je pense qu'on a gardé un petit point pour tantôt, c'est l'Oktoberfest. Et c'est sûr qu'il faut qu'on parle de parler l'Oktoberfest. d'Allemagne puis de bière sans parler de l'Oktoberfest, c'est très difficile à faire. Surtout quand tu me dis qu'il y a un Oktoberfest du printemps. Frühlingfest, je ne le prononce pas mal, mais c'est l'Oktoberfest du printemps. Comment est-ce qu'on célèbre ça, l'Oktoberfest du printemps? Exactement comme l'Oktoberfest. C'est sur les mêmes terres à Munich, puis les mêmes tentes, tout est là. C'est le même monde, la même chose, le même concept. Ouais, est-ce que le type de bière qu'on boit est différent? C'était des Fest Beer quand j'étais là aussi, c'est le style de bière de Oktoberfest. C'est quoi ce type de bière-là? Fest Beer, c'est... Attends, t'as-tu dit Fest Beer? Fest Beer. De la bière de fesses?
Proche. Voix festival. Il y a Charles là, qui nous écoute qui se dit « OK, ça c'est un petit peu trop fort. » Non, mais c'est parce que tu as dit le mot « fesse ». Oui. Fesse comme... Fesse. Ça fesse? Festival. Ah, OK. Ouais, ça festif. fesse, c'est sûr, ça fesse. Parce que de la moyenne bière de la festive bière, qui fesse. Exact. Puis D'accord. La moyenne de la pourcentage de l'alcool, le minimum, si on veut, dans les tentes à Oktoberfest ou à Spritlingfest, c'est 6% d'alcool. OK, c'est une bière qui est plus forte en alcool que les autres bières. Ouais, la bière que je consomme en ce moment, c'est une Maybach qui reste dans le style de Hellerbach, une Helles, plus, si on veut, fortifiée. Ou une Fest Beer, ça serait dans les mêmes zones puis les mêmes caractéristiques que la bière. Là. Moi, en ce moment, je bois une Marzen. Une Marzen. Qui est la bière de Mars, qui est la bière d'où vient le type de bière associée plus tard à l'Oktoberfest. C'est de la bière originaire du Oktoberfest. La bière de l'Oktoberfest est basée sur la Marzen. Oui. Mais d'abord, je dois dire que c'est une bière à 5%. Ensuite, c'est quoi une Marzen? Moi, je peux te dire que je l'aime vraiment beaucoup. Je sens un peu le malt. Je la trouve balancée. Je la trouve peintable à souhait. Mais ça ne veut pas dire que je sais c'est quoi une Marzen. Marzen, le mot comme tel, si on décortique le mot aussi, Marzen, le mois de mars, Zen, des fois, ça veut dire une noirceur ou comme... Ça veut pas dire genre calme, qui a fait la paix avec Dieu, comme dans la zénitude bouddhiste. Peut-être, l'interprétation est libre à chaque personne aussi. Là. Mais dans ton contexte à toi, ça veut plus dire une bière sombre. Bière sombre du mois de mars. OK. L'idée comme telle, les Marzen, un peu comme le Reinheitsgebot, tout à l'heure, on a parlé un peu des 4 ingrédients. Il y a 4 ingrédients dans la bière, mais le Reinheitsgebot n'en spécifie juste 3. C'était une autre loi qui avait spécifié les Marzen. On brasse ça au mois de mars. C'était la fin de la période de brassage. Donc, qu'est-ce qu'on faisait pour se préparer pour les festivités du mois d'octobre, du Oktoberfest? C'est on brassait toute notre bière au mois de mars. Puis la dernière bière qu'on pouvait brasser, c'était au mois de mars. Est-ce que c'était une bière qui était plus forte en alcool parce que c'est elle qui devait durer plus longtemps? Elle n'était pas nécessairement plus forte en alcool. Ça, c'était environ dans du 4 à 6% d'alcool. Là, j'ai pas mon... C'est ce que j'ai ici. J'ai clairement une Marzen à 5% d'alcool et elle goûte bon. Oui. Puis, qu'est-ce qui arrivait avec le temps? C'est la bière là, qui était servie surtout à l'Oktoberfest. Mais comme on le veut, la bière qui a pris un peu le contrôle du monde, c'est les lagers, mais spécifiquement les pils. Ouais. Puis, si on pense à une pils... On pense à la République tchèque. Oui. La bière qui date de 1842, qui a été faite par un brasseur bavarois, avec des techniques de maltage anglaises, de l'eau de Moravie et du houblon de Saz. C'est ça. L'histoire ici, ça règne. L'histoire règne comme un géant sur un grand champ de houblon et de Saz. Parce que le Saz, c'est hot comme houblon. Là. C'est un houblon noble. Oui, puis si on le veut, les Bohemian Pils, qu'on décrit, les bières comme telles, les styles, l'Allemagne est riche dans ces régions, ils ont chacun comme une bière qui les distingue de l'autre région. Ouais. Comme la fameuse bière de Cologne. La Kolsch. Oui, la Altbier à Düsseldorf. On peut continuer un peu l'histoire, là, mais oui, chaque région a un peu leur bière. Puis la Pils, la Pilsener de Urquell, tu as décrit très bien l'histoire, mais même là, les brasseurs allemands dans le temps, parce que la bière là a comme pris le marché par surprise, puis tout le monde recherchait ce style de bière. Une bière blonde, lager crisp, facile à boire, puis ça faisait mal au marché des autres styles de bière. C'est ça qui arrive. Quand la Pilsner Urquell apparaît sur le marché, c'est la première fois dans laquelle on trouve une lager qui est pâle, claire et dorée. Et surtout, ça correspond avec le moment où est-ce qu'on commence à faire des verres transparents. Exact. Donc, ces deux choses-là arrivent en ce moment. Le lieu où la Pils explose et devient une sensation forte à cause de son manque de sédiments, de sa clarté, de sa belle couleur, c'est la Bohème. Et ensuite, c'est l'Allemagne. Le deuxième pays où est-ce que la Pils devient le plus rapidement populaire, c'est les États allemands de l'époque.
Puis il y a des histoires que moi j'ai déjà entendues, que les brasseurs là-bas avaient été recherchés, un peu faire de l'espionnage, si on veut. Mhm. Puis on a cherché de trouver comment ils faisaient cette bière là-bas. Comment? On savait pas l'histoire un peu de... Je veux pas, on savait pas toute la base que l'eau, l'effet que l'eau avait sur la bière. Ils ont pris la bière, ils ont appris tout ce qu'ils pouvaient de la bière, puis quand ils l'ont brassée en Allemagne, qui est devenu le style de German Pils, qui était un peu pour rendre honneur à la Pilsener de là-bas, parce qu'ils savaient que la bière goûtait différente, même si elle avait un peu les mêmes caractéristiques, sauf le goût était différent. Puis c'était surtout l'aspect de l'amertume dans la bière, versus une German Pils, c'est un petit peu plus corsé dans l'amertume versus une Bohemian Pils qui est la rondeur en bouche. C'est ça vraiment qui fait la Pilsner. Ça, c'est à cause de l'eau, hein? Parce qu'en Moravie, l'endroit d'où vient l'eau qui a été utilisée pour brasser les premières Pils de Bohème, l'eau était particulièrement légère et claire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de résidus calcaire. L'eau était claire, très douce, alors que en Allemagne, surtout en Allemagne du Nord, l'eau est plus dure. Il y a plus de résidus calcaires, il y a plus de trucs comme du magnésium, il y a plus de calcaire, il y a plus de roches dedans, ce qui fait que l'eau est plus dure. Puis qui dit dureté dit plus d'amertume. Ça fait sortir aussi le houblon. Exact. Ton houblon sort plus fort. On parle surtout du calcium. C'est vraiment le calcium. C'est le calcium. Moi, je parlais de magnésium, mais on parle de calcium. Oui, c'est ça. Mais l'eau en République tchèque est extrêmement douce. Presque rien. Si on veut, c'est l'eau presque pure. Puis, si on compare l'extrême à Burton-on-Trent, oh oui, là, c'est différent. Là, c'est drôle un peu comment les styles de bière, moi, c'est le côté de la bière que j'adore le plus. C'est un peu toutes les petites histoires, puis comment ils sont venus les styles de bière. La géopolitique du houblon, toi, puis de l'amertume. Oui, et c'était un peu... Je veux pas, on brassait qu'est-ce qui goûtait bon dans notre région. Fait qu'explique-nous qu'est-ce qui est différent avec... Burton-on-Trent, l'eau est extrêmement dure. Dur dans le sens qu'il y a beaucoup de... Calcium. Puis si on veut du gypsum, qui est du gypse. Oui. Si on passe à du chip rock dans les maisons, c'est... tout est plus en mode rénovation, construction. Moi, je suis plus en mode traduction. Moi, je me dis, le mot correct, c'est gypse. Mais c'est vrai que j'ai mon père qui a travaillé en construction pendant très longtemps. Puis lui, pour lui, c'est du Jeep Rock. C'est du Jeep Rock. Par rapport avec la bière. Les sulfates et le calcium présent, ça rend honneur. L'houblon, c'est un combo qui fait ressortir l'aspect houblonné, si on veut, dans la bière. Puis il fait... le nouveau monde a changé un peu avec les bières du Nord-Est, si on veut. Dans lequel il n'y a juste pas d'amertume. Ta bière est un jus de fruits qui goûte les agrumes. Dans le fond, c'est comme si tu buvais du jus d'orange dans lequel il y avait l'alcool. Oui. Puis, on utilise un aspect plus de chlorure. C'est du calcium... Tu veux dire du chlore? Non. Non? Attends, tu peux... Est-ce qu'on prend... Attends. Là, tu viens de me mélanger beaucoup. Je pense souvent en français, en anglais, puis tout se mélange un peu comme dans ma tête. C'est calcium chloride que j'ai dans ma tête. La chlorure de calcium, c'est ça. La chlorure de calcium. qui est un sel qui est utilisé dans le brassage. Et qu'est-ce que ça vient refaire? Un peu à l'inverse du sulfate de calcium, ça fait ressortir un peu plus les aspects de malt. Et la douceur. Ah, oui. Ouais. Puis, qui vient un peu à l'encontre, parce que quand on pense à une New England IPA, on pense souvent à le nuage, un pillowy mouthfeel, le CaCl2. C'est ça qui vient donner un peu plus la rondeur dans la bière. C'est des nouvelles techniques, si on veut, plus modernes, de manipuler les minéraux dans l'eau de brassage. Puis c'est là on peut venir à faire des différents styles de bière. Sans l'aspect historique où on brassait avec l'eau qui était dans notre région, puis on ressortait les styles qui sortaient bien avec ce qu'on avait ou les ingrédients qui poussaient dans notre région, si on veut. J'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment parlé de l'importance de la lourdeur de l'eau à Burton-sur-Trent. Qu'est-ce que ça faisait à Burton d'avoir une eau qui était si riche en calcaire? Qu'est-ce que ça donnait au profil de la bière qu'on pouvait faire là-bas dans le temps?
C'était surtout... Ça vient apporter l'aspect de l'houblon dans la bière. Ça le fait plus bright. Fait que ça fait sortir le houblon. Plus amère. Ça le fait l'amertume, le terme anglophone, c'est sharp. So, ça donnait comme l'aspect au début des années 2000, qu'est-ce qu'on aimait des IPA dans le temps. C'était l'amertume, le punch, le bitterness dans la bière. Donc, pour être plus ou moins correct grammaticalement puis linguistiquement, on pourrait dire que le calcium qui était présent dans l'eau faisait ressortir l'amertume du houblon. Donc, ça accentuait le houblon. Surtout le sulfate. C'est surtout Les sulfates? Oui. OK. Donc, il y avait des sulfates dans l'eau. Puis les sulfates qui étaient présents dans l'eau avec le calcium accentuaient l'amertume du houblon. Exact. Les sulfates comme tels, c'est un... Je ne veux pas rentrer dans un cours de chimie non plus. Mais on sait jamais. C'est pas un mauvais moment, je veux dire. Moi, je t'écoute. Les 2 sels de bière, quand je dis sel, on dit de sodium de chlorure. Chlorure de sodium. La nomenclature de chimie en anglais-français, ça change. Ouais, c'est complexe un peu. Même moi, en français, la chimie, ça me perd un petit peu. Même si j'ai fait la plupart de mes études en français, quand j'ai fait mes études de bière, c'est en anglais. Je te salue d'ailleurs pour avoir fait tes études en français. Mais là, tu me dis qu'il y a 2 types de sels importants dans la bière. C'est des sels. Ce sont des sels. Il y a plusieurs sels, mais les 2 plus communs, ça serait le gyps ou la chlorure de calcium. Puis la chlorure de calcium, c'est important pour quoi? Je pense que tu l'as dit, mais je suis pas sûr d'avoir compris. Ça met en valeur le malt, le côté malt. Ça fait sortir le malt. Et la douceur de la bière. Il y a des gens qui trouvent que c'est bien de faire sortir le malt une fois de temps en temps, mais toi, tu me dis que dans la bière, ce qui est important, c'est de faire sortir le malt. Exact. Il y a Charles qui nous écoute, là, que je sais qu'il aime les jeux de mots et qui est bien content qu'on ait dit ça. Oui, on a fait ça aussi un peu. La Schwarzbier. C'est pas... On n'a pas parlé de ça encore. Il y a un type de bière bien connu en Allemagne qui s'appelle la Schwarzbier. Merci Charles pour l'avoir suggéré. C'est quoi ça? Aujourd'hui, mais on fait une Prochain coup. Tu viendras dans une couple de mois puis on boira un peu de Schwarzbier. C'est quoi la Schwarzbier? Schwarzbier, si on veut. Si on le veut, à supposer qu'on ait la volonté pour. Ça paraît comme un beau mot. C'est souvent quand les gens viennent chez nous, ils voient les noms des bières. C'est pas des noms qu'on est habitué à voir. Puis le monde a peur un peu des mots chauds plus que d'autres choses. Quand on va dans un bar pour faire un 5 à 7 avec des amis, on pense pas au terme Schwarzbier. Des fois, on se dit, c'est quoi ta meilleure IPA? On dit rarement, c'est quoi ta Schwarzbier la plus sombre? C'est ça. Schwarz, si on le veut, ça veut dire noir. Ouais. Bière, ça veut dire bière. Ouais. Comme tel, c'est un mot simple. Jusqu'à date, je te suis. Puis, qu'est-ce qui différencie une Schwarzbier d'autres styles les plus proches, si on veut, d'habitude? On regarde, il y a des styles, des lagers noirs aussi, de la Tchèque, puis... De la République tchèque. Exact. La Dunkel, c'est ça? Ouais. Dunkel, c'est encore allemand, mais Dunkel, ça veut dire foncé. Ça veut pas dire... OK, ouais. Je comprends. Ouais, ça devient un peu... et les termes se rapprochent, mais Schwarzbier, ça serait comme noir. Ça veut dire noir, noirceur, bière. Ça vous voyez comme noir, bière noire. Dunkel, bière foncée. Helles, pâle. J'essaie de penser. Oui. Parce que les Allemands, ils n'aiment pas ça, la bière noire. On a Charles là, qui est en mode auditoire, mais qui se comporte clairement pas comme un auditeur et qui dit que les Allemands n'aiment pas la bière noire. Ce qui est immédiatement un truc vraiment controversé, parce que les Allemands aiment la bière en général. Ils boivent vraiment beaucoup de bière. Ils ont la Reinskebold. Ils ont des standards. Clairement, ils ont beaucoup de bière de blé, même si techniquement, puis là, ça devient vraiment intéressant, parce que tu as la bière qui est... Ah oui, ben, clairement, Charles, t'as provoqué du chaos ici, parce que là, on a un problème, clairement. T'as un règlement municipal de décret de Duc important qui dit, écoute, là, quand tu vas brasser de la bière, tu vas juste prendre de l'orge. Mais s'il y a une chose qu'on sait avec la bière allemande,
Je le sais parce que je brasse un type de bière allemande, de la bière de blé, assez régulièrement avec un de mes amis, surtout durant l'été, qui est une bière de type de blé. La Reinheitsgebot ne prévoit pas qu'on fasse de la bière de blé. Or, en Allemagne, tu as de la bière de blé partout. C'est super rafraîchissant. Comment est-ce que toi, là, qui est maître brasseur dans une brasserie allemande en Ontario, comment est-ce que tu réconcilies le fait que tu as la loi de la pureté qui dit que tu prends juste de l'orge, puis qu'il y ait tellement de bières allemandes dans lesquelles tu as de la bière de blé? Ça, c'est la question de la journée. C'est la question de la journée. C'est la grande question. Puis c'est une des questions qui revient le plus parce qu'en plus, on décrit la bière, le style de bière qui définit la région de la Bavière. Ouais. La Weissbier. The Weissbier. Je ne l'ai pas ici encore aujourd'hui, mais la Hefeweizen. Tu n'as pas apporté de Hefeweizen. Crystalweizen. C'est tous des styles de bière. Dunkelweizen. Mais qu'en est-il? Comment est-ce qu'on fait la réconciliation entre les deux? Faire ça avec le Reinheitsgebot en plus. Tout à l'heure, j'ai mentionné quelque chose. Le prince de la Bavière se réserve le droit de changer la loi ou l'interprétation de la loi. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens. Puis, avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas si Charles s'en souvient, par contre. Non, Charles regardait son téléphone, donc il ne compte pas. Lui, il était en train de faire les recherches des dates et comme c'est-tu vrai, qu'est-ce qu'il va dire? Mais on a eu une différenciation. Une différenciation. Merci. Moi, je travaille pour toi. Ouais. Moi, je suis là pour toi. On croirait que j'ai bu plus de bière aujourd'hui, mais c'est ma première bière. Je te jure que j'ai plus bu de bière que toi aujourd'hui. On a fait au moins 2 autres épisodes aujourd'hui. Là. Ça a brassé. Ça a brassé, comme on dit. Mais en gros, il y a 2 Reinheitsgebot. Là, je viens juste de mélanger un peu tout le monde. Vite tu viens de compliquer mon univers. On a le Reinheitsgebot de 15-16. Ouais. L'original. Le fameux décret de William 1, 2 ou 3. Le real deal, le papier, l'affaire. En 1872. Holy shit, c'est beaucoup plus tard, ça. Ouais. Puis si on le voit, les titres, quand on fait une recherche et on va aller voir, le Reinheitsgebot bavarien, c'est l'original. Le Reinheitsgebot allemand, c'est le deuxième. Puis l'interprétation ici change. On spécifie 2 types de fermentation qui est plus vraiment commun de voir. Les brasseurs maison, avant, on décrivait les bières comme ça, de basse fermentation et de haute fermentation. La grosse différence, La grande différence. C'est bon, moi je travaille pour toi. Excellent. C'est les types de levure qu'on utilise. Ouais. C'est des ale versus les lagers. Les 2 grandes familles de bières. On peut même parler de IPA, de stout, de lager, mais vraiment, il y a 2 grandes familles de bières. Il y a les ale, qui sont des ales à fermentation haute, puis il y a les lagers, qui sont un autre type de levure, vraiment une autre famille de levure, parce que c'est la levure qui fait la bière, qui sont de fermentation basse. Qui dit levure de brassage parle d'une des 2 familles-là d'habitude. C'est ça. On a d'autres. On a les Brett, les bières sauvages. Il y a plein d'autres levures maintenant. Il y a des levures hybrides. Mais grosso modo, dans le passé, on parlait de lager ou ale. Ouais. Dans le Reinheitsgebot de 1872, on différencie les 2 styles, puis les bières à basse fermentation. Ça aussi, on pense les lagers. Le règlement applique encore l'orge, l'eau ou blond. La levure? Oui. Maintenant, on rajoute la levure. La levure, où on a commencé à rajouter la levure, c'est grâce à Louis Pasteur, qui avait identifié la levure vivante. Quelqu'un l'avait identifié avant lui. Je ne me souviens plus de son nom. Mais vraiment, Louis Pasteur, puis même que la levure lager, on avait donné son nom de famille venait de Louis Pasteur. Là, je l'ai ici, mais si j'essaie de le prononcer, la prononciation, c'est pas mon côté fort. Mais c'est Pastronies. OK, on va commencer par les 3 premières lettres. C'est quelque chose. Passe quelque chose. Mais c'est de là, la bière comme telle, la lager, on a compris un peu. Avec le temps avant, qu'est-ce qu'on faisait? La levure, parce que
on faisait de la bière avant 1516. On a fait de la bière depuis très longtemps, mon ami. Oui. Depuis même avant l'agriculture. Oui. Puis là, il y a Pasteur Puis on qui se rend arrive compte puis qui réalise que la... Avec un microscope, il C'est regarde ça. puis il dit ça, c'est vivant. Regarde, c'est non juste c'est quelque chose, c'est Mhm. vivant. C'est vivant. Puis comme je l'ai mentionné, ça c'était en 1857 à peu près. Mhm. Puis c'est là qu'on l'a révisé encore dans l'Anticobo, puis on rajoute un peu. Mais c'est drôle, si on regarde les papiers comme tel, la base fermentation, on ne le rajoute pas. Dans le papier comme tel, ça spécifie encore la même affaire, les 3 ingrédients, l'orge, houblon, eau. Quand on parle de haute fermentation, c'est là que la game change un peu. Puis si on pense à des Weissbier, comme tu as mentionné, Ragenbier, qui est souvent une bière, c'est une bière au siège, une rye beer, puis c'est évidemment que les Hefeweizen ont du blé de rajouter, les Ragenbier, ils ont du siège. Mhm. Du seigle. Seigle, excuse. Hein. Oui. Non, c'est correct, ça va bien. Puis, quand on décrit les bières de haute fermentation, on rajoute les 4 ingrédients, mais au lieu de spécifier de l'orge, on spécifie du malt. Puis le malt peut être d'origine autre que l'orge. Exact. Parce que par défaut, quand on brasse de la bière, le malt, c'est de l'orge torréfiée. Exact. Mais on peut, en fait, utiliser du blé torréfié. Exact. On peut torréfier beaucoup d'autres céréales. Mhm. L'orge a un avantage extraordinaire que les autres céréales n'ont pas. C'est qu'il a, en soi, dans la coque de ce céréale, des enzymes qui sont très bonnes pour transformer les sucres. Le blé n'a pas cette enzyme-là. Mais le blé peut transformer aussi. On peut faire une bière à 100%. Et c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même efficacité. Tu vas avoir plus de sucre résiduel, disons, dans une bière de blé que dans une bière d'orge. N'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? De mes connaissances, je te dirais que oui. C'est des différentes enzymes, mais comme tel, agit de la même manière. La plus grosse différence entre l'orge et du blé, c'est l'écorce comme tel. Si on regarde du malt d'orge ou de blé, ouais. Il n'y a pas de coquille, si on veut, sur le blé. C'est un naked grain qu'on appelle. OK, c'est un grain qui est nu. Ouais. OK. Donc, c'est pas la même chose quand on regarde. Il faut faire attention. Il faut avoir une petite graine. Puis, il y a Charles qui commence à siffler. Attention, le blé est nu. Attention. Moi, c'est fait. Plus ou moins, qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous autres, les brasseurs? Voilà. Si on fait une bière à 100% de blé, dans le temps, c'était comme, oh, toi... T'as des grosses couilles parce que tu veux aller faire une bière que, tu sais, le terme stock mash, le mash pris, là, c'est parce que à cause t'as pas l'écorce qui vient aider durant le processus de mashing. Ça fait que ça reste coincé partout. Ouais, un beau terme allemand, Vorlauf, c'est la recyclation du wort. Le recyclage. Ouais. Puis ça, c'est le problème quand t'as une céréale qui a trop de protéines, il y a trop de choses qui sortent. Il n'y a pas d'écorce. L'écorce vient agir comme un filtre. Ah. Puis ça, c'est l'avantage de l'orge. Exact. Ça veut dire que le fait qu'il y ait une écorce dans l'orge fait en sorte que ta bière est plus claire. C'est plus facile de filtrer. C'est plus facile de faire ton Vorlauf. Oui. Rappelle-nous, qu'est-ce que ça veut dire déjà? J'ai une vague idée de ce que c'est, mais moi, en tant que brasseur, je te dirais que mon équipement est très rudimentaire. Okay. Ma bière ne pourrait pas rivaliser avec ta microbrasserie. Je pense que c'est assez évident. Mais c'est quoi un Vorlauf? C'est le phénomène de prendre le mou et de le faire passer à travers du mash lui-même jusqu'à temps qu'on se rend à un point où on clarifie. C'est faire circuler de l'eau. Le wort lui-même. C'est faire circuler, mettons, l'eau à travers la céréale plusieurs fois. Fait que c'est comme plusieurs cycles. Le liquide lui-même du mash, on le fait passer dans lui-même à travers du filtre que le grain vient faire. Oui. Pour être sûr d'avoir le plus possible d'extraction de sucre fermentable de la céréale. Et un liquide plus clair. On veut clarifier la chose. Puis, si on pense qui dit lager blonde, tout à l'heure on parlait des verts, la pilsner, c'est ça qu'on recherche. Parce que le plus, un bon Vorlauf va nous permettre
d'avoir un produit plus clair à la fin. Mais là, toi, là, t'es brasseur en chef. T'es brasseur en chef à Brouwerk, Hoffman, Rockland. Puis t'aimes la bière allemande. C'est quoi ta bière allemande qui est ta bière favorite? Je te pose cette question-là. Je sens que ça va être la dernière question que je vais te poser pour le temps d'une bière. Alors, attention à comment tu réponds parce que tout le monde t'écoute, là. Les gens en France, en Belgique, en Allemagne, ceux qui parlent français, vont t'écouter. C'est quoi la meilleure bière? C'est tellement une question malhonnête. je le sais. C'est quoi ta bière favorite en Allemagne? C'est plus en Allemagne ou la bonne question, c'est bières plus qu'on ça. brasse chez nous? Les deux réponses sont bonnes, mais on va commencer par l'Allemagne, mais après ça, on va finir par chez vous. Puis, au lieu de spécifier une bière comme telle, je vais spécifier le style. Puis la réponse des deux, c'est la même. Oh, ben, OK, parfait. Puis, excellente plug pour la brasserie. Parce que, pour moi, la bière, le style que j'aime le plus, toutes les bières que j'ai développées chez Brouwerk Hoffman, c'est comme mes enfants. C'est difficile à choisir un enfant à part d'un autre. Tes élèves, tes envois à l'université, puis à un moment donné... Je les vois grandir. C'est ça, puis à un moment donné, tu les consommes, puis là, ils n'existent plus. Exact. La seule raison pourquoi je vais dire la réponse, c'est la Helles. C'est parce que quand on accueille les Allemands chez nous, quand ils viennent à la brasserie, quand je vois quelqu'un, mon allemand est aussi pas bon que mon français ou mon anglais, mais ils me disent toujours, la Helles, ça me fait penser à chez nous. Votre Helles. C'est la bière de la nostalgie, c'est la bière de la maison, c'est la bière de l'immigration, c'est la bière du visiteur qui se sent ramené dans sa maison de son enfance. Pour moi, c'est la bière qui me donne le plus de fierté chez Brouwerk Hoffman. C'est parce que les autres, quand ils goûtent, ils aiment tous nos styles de bière. Puis ils vont dire, la bière là, c'est le coup de cœur d'aujourd'hui. Le plus souvent, en tout cas. La LS, c'est quoi comme type de bière par rapport à d'autres? C'est une lager pâle. Si tu veux, c'est une blonde. C'est vraiment une lager. C'est fait à base de malt d'orge? Oui. OK. Tu peux utiliser du blé aussi. Nous autres, c'est à 100% orge. Notre bière flagship, si on veut, c'est notre Pilsner du Nord. Votre vaisseau amiral. Votre porte-étendard. Exact. Puis moi, je crois, veux pas, Pilsner, c'est encore un mot qui se vend lui-même. Alice, pour le monde de ma région, ou même qui... elle est bonne, la Pilsner Urquell. Elle est bonne. Mais une Alice, c'est quelque chose qui commence à devenir de plus en plus populaire. Avant, le monde, Alice, c'était quoi? C'est quoi ça veut dire? Mais une Pilsner, si je te dis une Pilsner, tu savais c'était quoi? Oh, oui. Alice, non. Ben, de la Pabst Blue Ribbon, c'est de la Pils. C'est de la Pils. Là, il y a Charles que je viens d'annihiler en disant ça. Là, il est en train de gerber sa vie. Je suis pas sûr que je vais pouvoir avoir une conversation avec lui avant au moins 48 heures. Il est en mode récupération. Là. Mais j'ai pas tort. La Pabst Blue Ribbon, ça, c'est un type de lager. Oui, puis si on regarde même... Puis la lager, c'est basé sur la Pils. Puis... Charles, il veut plus me parler. Je pense que c'est plus mon ami. Ça devrait être une inspiration pour un autre épisode pour toi. C'est toutes les origines des grosses brasseries aux États. Ah oui. Si on regarde, la plupart... c'est toute une histoire. Des forefathers qui ont fondé les brasseries là-bas viennent d'où la plupart? C'est tous des Allemands. C'est des Allemands. En fait, c'est plus bizarre que ça encore parce que avant que les Allemands migrent en masse vers les États-Unis, l'alcool de prédilection aux États-Unis, c'était pas la bière, c'était le cidre. Les Américains, jusqu'en 1850, préféraient une liqueur soit extrêmement alcoolisée. Quand je dis liqueur, évidemment, je veux dire alcoolisé, c'est-à-dire quelque chose de 30-40%. Ou alors, ils préféraient le cidre, c'est-à-dire une boisson fermentée très sucrée. Souvent à base de pommes, parce que de la pomme, il y en a partout en Nouvelle-Angleterre. Puis c'était surtout en Nouvelle-Angleterre qu'il y avait des Américains jusqu'à la moitié du 19e siècle. Il y avait des pommiers partout, on faisait du cidre. On faisait aussi du Applejack, dans lequel on faisait essentiellement geler des espèces de cuves dans lesquelles il y avait du jus de pomme. Puis comme l'alcool puis l'eau n'ont pas le même degré d'évaporation, eh ben, tu peux concentrer l'alcool
plus facilement, soit en le faisant chauffer ou en le faisant refroidir. Ce qui fait que tu pouvais vraiment tomber dans un coma éthylique en buvant du bon vieux Applejack. Une bonne histoire de bière qui est faite à partir de la même façon, une Eisbock. Je sais pas si tu as déjà goûté ou eu la chance à goûter un Eisbock. Charles vient nous signifier avec le sourire de sa moustache pleine qu'il a effectivement déjà fait ça et il semble avoir survécu. Il a l'air heureux d'ailleurs de nous dire ça. C'est une bière, si on veut, fortifier de la même façon. L'histoire un peu de la bière, c'est un peu drôle. C'est un brasseur lui-même qui avait fait une erreur, que la bière avait gelé, puis ils ont sorti un peu l'extrait. Les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, un peu plus sucré, un peu plus de corps. Ça a fait le style de Eisbock. Qui a un autre beau mot, mais si on le coupe, ice, la glace, bock, fall, bière forte. Éric, c'est comme ça qu'on voit que tout est dans tout. Et comme ça qu'on voit qu'on vient de faire la journée de Charles, qui vient de se replonger dans son enfance, qui vient probablement de revoyager à travers l'histoire de la Nouvelle-Angleterre. Allemande. Une bière forte allemande. Ça se fait, c'est possible. Oui. C'est quoi la bière la plus forte que vous avez à Brauwijk Hoffmann en termes d'alcool par volume? La Doppelbock, son Ein Liberator, c'est notre bière juste ici. Qu'on n'a pas encore goûté. Là. On n'a pas eu la chance de goûter Ça encore. va venir. Je travaille là-dessus. Ouais, Doppel, si on veut, double, Bock, fort. Oui. Puis ça, c'est quoi? C'est 8-9%? 8%. C'est pas la plus... C'est de loin pas la bière la plus forte sur le marché, mais pour nous, c'est quand même assez bon. Je pense qu'une bière à 8%, ça reste assez fort, je pense, pour une belle soirée. Dernière question pour toi. Avec votre microbrasserie là, à Rockland, c'est quoi vos plus grands projets pour les prochaines années? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? On fête notre 2e anniversaire à la fin du mois ici. Il va falloir que tu m'invites. C'est ça, c'est la semaine prochaine, même. Je pense que ça va être le temps d'une bière. Charles nous a signifié sa disponibilité du confort de son sofa, qui est le nôtre, qui est, soyons honnêtes, très confortable. Je pense que, Éric, ça va être le temps d'une bière. Ah, ça serait super. Tout ça pour dire que la bière doit beaucoup de choses à la société humaine et la société humaine doit beaucoup de choses à la bière. Parlez-en bien, parlez-en mal. La bière est au centre de la civilisation humaine. Elle est un symbole de nos espoirs, de nos rituels et aussi de nos excès. Elle est aussi une excellente façon de passer une bonne soirée entre amis du moment que nous soyons relativement modérés dans notre consommation et puis qu'on conduise pas trop après si on a trop profité de Doppelbock qui sont à 8 ou 9%. Moi, ce que je vais vous dire, là, c'est que si vous vous êtes rendu jusqu'ici, c'est clairement que vous aimez notre contenu. Abonnez-vous, devenez nos amis, écrivez-nous, suggérez-nous du contenu, parlez à Charles qui a tellement de choses à dire. Et surtout, allez voir nos amis de Brauwijk Hoffmann, que ce soit à Campbell's Bay ou à Rockland. Ces gens-là sont contents de vous recevoir chez eux et de vous faire goûter à la bière de chez eux qui rappelle la grande tradition allemande. Et vous allez voir que vous allez pouvoir les tester sur l'histoire de l'Allemagne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je te dis, Éric, un grand merci pour avoir été là. Et merci à vous. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci à Charles qui, de son fauteuil, nous a accompagnés dans une dégustation de sujets historiques. Et à vous, encore une fois, abonnez-vous. Et surtout, à la semaine prochaine, comme on dit par chez nous. Ciao!